Euh, Je tiens avant tout à remercier bien sûr le jury et au nom de toute l'équipe, donc de moi-même, de Ricardo Ueso, le professionnel avec qui j'ai travaillé, et puis toute l'équipe d'astronomes amateurs participants au projet. Il y en a plus d'une centaine. C'est quelque chose qui va vraiment leur faire plaisir, une reconnaissance à la fois de la SAF et de la communauté professionnelle. Et je suis sûr qu'il nous motivera encore plus pour continuer à faire vivre ce projet. Allons-y. Moi, je suis donc un amateur. J'anime la commission des observations planétaires à la SAF et je travaille sur différents sujets pro-âme, mais celui-là est le sujet principal sur lequel je travaille depuis un certain nombre d'années. Je vais donc vous présenter le sujet qui est le fait de tenter de détecter des impacts sur Jupiter et Saturne à partir de données amateurs et en collaboration avec les professionnels. Donc allons-y. Marc, il faut que tu partages ton écran, là, on ne te voit pas. Hein. Oui, Oui, en je fait, vais on partager mon écran, voilà. bougez pas. Vous le voyez maintenant? Parfait. Très bien. Allons-y. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi la présentation ne passe pas. Attendez, je vais la couper. Si, voilà, c'est bon. OK. Donc, le sujet des impacts, c'est quelque chose historiquement qui a peut-être été observé sur Jupiter il y a très longtemps, puisqu'en 1690, Jean-Dominique Cassini a, tout au long du mois de décembre, observé une trace sombre évoluer. Vous la voyez ici. Je vais activer mon pointeur laser. Vous la voyez ici. Et ça rappelle furieusement en fait quelque chose qui a été observé 3 siècles plus tard. C'est la fragmentation de la comète Pé-Shoemaker-Levy 9 due à l'attraction de Jupiter et avec une succession d'impacts de tous ces fragments dans l'atmosphère de Jupiter, laissant des traces qui rappellent un petit peu ce qu'a pu observer Jean-Dominique Cassini. Donc en 1994, on pensait que c'était un événement vraiment exceptionnel. C'était un événement exceptionnel, mais surtout que ce type d'impact était assez rare. Et néanmoins, 15 ans après, c'est là où les amateurs commencent à rentrer en jeu. Un amateur australien, Anthony Wesley, extrêmement connu, hein, un des meilleurs amateurs en planétaire au monde, a observé Jupiter et pendant l'acquisition, en fait, sur l'écran, il a vu une trace sombre apparaître et tourner avec la rotation de Jupiter. Il a immédiatement pensé trouver une similitude avec ce qui avait été vu en 1994 et effectivement, après étude un petit peu plus poussée, il s'agissait d'une trace d'impact également que ce coup-ci, un amateur avait découvert. On pensait encore à l'époque que c'était quelque chose qui devait être relativement rare. Il a fallu attendre une quinzaine d'années. Et là, il y a 6 découvertes qui se sont enchaînées jusqu'à présent, toutes par des amateurs. Pas de traces d'impact cette fois-ci, mais juste le flash provoqué par un corps donc, qui rentre dans Jupiter et qui se consume. Ces flashs, ça dure à peu près 1 à 2 secondes. En 2010, le premier flash qui a été détecté, ça a été encore par Anthony Wesley, en Australie. 2 mois après, des Japonais ont découvert et observé également un flash. Vous le voyez ici, à chaque fois c'est cerclé de rouge. En 2012, ce coup-ci, c'est un Américain qui visuellement a vu à l'oculaire en fait un flash apparaître, a émis une alerte et on a pu retrouver sur une vidéo d'un autre amateur américain vous voyez cette image du flash d'impact. Et 4 ans après, coup sur coup, en fait, c'est à partir de l'Europe que d'abord un Autrichien et puis un Français après, Sauveur Petranghelou, basé en Corse, ont découvert un flash d'impact qui a aussi été réobservé et confirmé sur d'autres vidéos amateurs. Et le dernier flash qui a été observé, c'était en 2019, donc il y a 2 années. Celui-là, il est pour moi
beaucoup plus particulier, puisque en fait c'est un Américain qui l'a découvert et non pas en live en regardant son écran, mais uniquement grâce à l'utilisation du logiciel associé à notre projet. Donc, en fait, il a fait son acquisition. Après, il a fait tourner le logiciel. Il s'est rendu compte qu'il avait capturé un flash d'impact. Il n'aurait jamais retrouvé ce flash s'il n'avait pas utilisé notre logiciel. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus dans le détail de ce projet, de ce logiciel. Donc, l'origine, elle date de l'équipe de Ricardo, l'équipe de planétologie que Ricardo mène à Bilbao. Il y a un logiciel qui a été créé de manière un peu après les premiers flashs découverts en 2010, de manière à analyser les vidéos des amateurs et essayer de retrouver potentiellement des flashs d'impact qui auraient pu être capturés. Moi, j'ai repris le développement du logiciel un petit peu plus tard, en 2012, en voulant rajouter aussi le fait de collecter toutes les analyses qui étaient faites, de manière finalement à avoir non seulement les découvertes d'impact, mais aussi la quantité de vidéos analysées, de manière à pouvoir estimer la fréquence d'impact qui peuvent être observés sur Jupiter. Donc, le logiciel a continué à être développé également avec l'aide d'Europlanet et de John Juaristi. L'idée derrière, je dirais de manière plus algorithmique, c'est il y a d'abord une méthode qui est de faire de la photométrie différentielle entre les trames de la vidéo, de manière à pouvoir détecter sur une zone localisée une soudaine augmentation de luminosité et une décroissance de cette luminosité qui correspondrait donc à un potentiel flash d'impact observé sur la vidéo. Donc ça, c'est la première méthode. Et l'autre méthode que j'avais implémentée, c'était la génération d'une image simple par vidéo, avec l'idée de dire cette image, elle est générée en générant la valeur maximale de chaque pixel sur le disque de Jupiter tout au long de la vidéo qui dure généralement de 60 à 90 secondes, en retranchant la moyenne de manière à vraiment faire apparaître sur une image très simple à analyser visuellement, ça prend une demi-seconde, de voir s'il y a quelque chose qui est suspect et qui apparaît de manière très brillante par rapport au fond de l'image et qui peut correspondre à un flash d'impact. Si c'est le cas, dans ce cas-là, il y a des études supplémentaires qui sont faites sur la vidéo d'origine. Autre chose, de manière à pouvoir analyser plus finement et estimer plus finement la fréquence d'impact, on utilise le maximum d'informations des logiciels d'acquisition qui sont utilisés par les amateurs. Donc, ces logiciels d'acquisition font des logs. Et donc, une des informations essentielles, c'est la datation précise de ces vidéos, de manière à, quand on collecte et qu'on consolide l'ensemble des données, retrancher dans l'estimation de fréquence d'impact les éventuelles observations qui sont simultanées. Il faut savoir que sur la quantité de données que nous avons analysées, on a quelque chose comme 6% d'observations simultanées. C'est pas tant que ça, mais ça reste un pourcentage néanmoins à prendre en compte. Donc, vous l'avez compris, l'amateur analyse les images, analyse le log, envoie les résultats au projet, donc à moi-même, je confirme les résultats et après, j'ai d'autres programmes qui me permettent de consolider l'ensemble de toutes les données qui m'ont été transmises. Je voulais signaler quand même dans l'ensemble des données, il y a des données un petit peu particulières qui sont issues du télescope de 1 mètre du Pic du Midi, qui est dédié au planétaire.
Donc, en fait, depuis 2012, il y a quelques campagnes dédiées à la détection d'impact sur Jupiter qui ont été organisées. Et puis sinon, de l'imagerie aussi classique de Jupiter. Et l'ensemble de ces données, elle a également été traitée. Elle fait partie des données du projet. On espère aussi, évidemment, qu'en utilisant ce type de télescope de 1 mètre avec un excellent seeing, on aura accès potentiellement à la détection d'impacts plus faibles, plus petits et plus faible, avec une meilleure résolution et un meilleur signe. Là, vous voyez la répartition des données qui ont été accumulées par année d'opposition en abscisse. Donc là, vous avez le nombre de vidéos et ici le nombre de jours d'observation cumulés équivalents. Donc le projet a été lancé en 2012. Donc vous voyez, on a un petit peu de données historiques auparavant, et il y a vraiment eu un boom avec la dernière détection qui a été faite par Ethan Chappell grâce au logiciel Detect. Ça a vraiment, je pense, démontré et motivé un plus grand nombre d'amateurs à utiliser notre logiciel et à participer au projet. Ici, en résumé par rapport au projet, d'un différent nombre de chiffres, j'insisterai juste sur peut-être 3 chiffres. Donc, on a plus de 165 000 vidéos analysées dans les données. C'est quand même un chiffre extrêmement important, hein, grâce à la centaine d'amateurs. Ça représente quasiment 6 mois d'observation complète de Jupiter. Donc, c'est un set qui est quand même significatif. Et puis, ça a donné lieu à de nombreuses présentations en conférence, mais surtout à 5 articles, notamment dans Astronomie et Astrophysique, d'autres journaux assez réputés. Donc, des articles qui sont évidemment qui étaient signés par des professionnels et co-signés par des amateurs. Les résultats d'estimation d'impact, à l'heure actuelle, on en est au travers du projet, une estimation autour de 13 impacts par an. Derrière, là, vous voyez une page web du projet qui est mise à jour à chaque consolidation, de manière à donner une totale transparence et aussi, quelque part, une motivation aux amateurs qui participent pour voir leur nom et leur contribution au projet. L'URL du projet est ici. Comment les résultats s'inscrivent dans les différentes études sur la fréquence d'impact sur Jupiter? Et vous le voyez ici, c'est un travail qui a été fait par Ricardo, justement celui qui a été publié dans Astronomy and Astrophysics. Donc en fonction, ce graphe, vous voyez en fonction du diamètre des objets impactants, le nombre d'impacts, l'estimation du nombre d'impacts cumulés par an. Le résultat que nous avons, il est ici au travers du projet. Il s'inscrit dans ce cadre bleu qui est l'étude plus complète de Ricardo avec d'autres méthodes. Vous voyez que c'est cohérent, même si la valeur est peut-être un petit peu faible par rapport, je dirais, à la moyenne des estimations du projet. Et c'est également cohérent avec des estimations qui sont assez différentes, modélisant les corps qui orbitent autour de Jupiter, et donc notamment là les corps cométaires. Vous voyez les droites rouges, ça reste cohérent avec ce type de travaux. Il est évident que pour pouvoir faire des études poussées, il nous faut la vidéo, non seulement avoir détecté un impact, mais aussi la vidéo et la courbe de lumière de l'impact. Ici, vous avez probablement la meilleure courbe de lumière qu'on ait pu obtenir, qui est d'ailleurs celle de 2019. Donc, premier élément, en intégrant en fait la hausse de luminosité et en connaissant les caractéristiques de l'optique et de l'instrumentation qui est utilisée, on peut dériver une intensité lumineuse et on peut estimer en fonction d'une densité le diamètre du corps impactant. Cette courbe, elle est même plus intéressante encore, puisqu'en fait, on peut suspecter 2 flashs secondaires ici.
Celui-là, il est clairement visible sur la vidéo. Dès que j'ai eu la vidéo, j'ai suspecté déjà ce flash, un premier flash avant le flash principal en l'analysant. Et donc, il y a un travail intéressant qui a été fait par Sankar et des collègues qui était de stimuler, en faisant varier les angles d'impact et densité du corps, la courbe de lumière que pouvait représenter l'impact en fonction donc, de l'angle d'impact et de la densité du corps, et de trouver les meilleures correspondances par rapport à cette courbe, et notamment donc la représentation de ces flashs secondaires, et donc pour déterminer de manière encore plus précise les caractéristiques physiques du corps. Il te reste 1 minute. Ok. Donc là, vous voyez, je vais conclure. Donc là, vous voyez les flashs d'impact qu'on détecte qui font l'objet de nos travaux. Ça correspond à des petits corps par rapport à la comète Pechou-Maker-Levy 9 et puis la trace d'impact découverte en 2009. Donc, en conclusion, vraiment, le projet ne peut pas exister sans la centaine de participants qui ont contribué, qui prennent du temps à analyser leurs données et qui nous les soumettent. Donc, j'espère que et j'en suis même sûr, ce prix permettra de donner plus de visibilité, encore plus de motivation et donc plus de participation au projet. Ici, vous avez juste 25 participants parmi la centaine. Vous voyez ici la conclusion. Moi, je suis ravi que ce projet ait à la fois soit une motivation pour observer pour les amateurs et puisse avoir une utilité réellement scientifique pour étudier la population de corps autour de Jupiter. Merci. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Encore félicitations pour le prix reçu pour cette collaboration. Donc, Jean-Baptiste a une question. Vas-y, Jean-Baptiste. Oui. Bonjour Marc. Oui, j'ajoute mes félicitations à celles de Johan à plusieurs titres. D'abord, comme membre de la SAT2A, et puis aussi à titre personnel, parce que quand je vois l'interface du logiciel Detect, on a là un exemple, une confirmation éclatante, si je puis dire, de la zone très grise entre amateurs et professionnels, et c'est vraiment une illustration parfaite de cette zone qui de plus en plus est en train de monter en puissance, c'est-à-dire des gens qui ont à la fois la motivation et les compétences tout en n'ayant pas le titre officiel de professionnel. Je dirais plutôt des non-professionnels plutôt que des amateurs d'ailleurs. Ma question est très technique sur ton projet. À un moment, tu as montré l'image résultante de la photométrie différentielle en disant que c'était une confirmation visuelle. Est-ce qu'il y a un moyen automatique de trouver sur l'image de différence l'impact possible, par exemple en faisant des histogrammes par ligne de pixels, par exemple, des choses comme ça qui permettraient d'automatiser le traitement? Oui, alors en fait, ça en fait déjà partie, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des analyses complémentaires et il y a des croix. Donc l'image ne montrait pas ces croix, mais il y a 2 croix qui sont marquées, qui sont la zone la plus lumineuse dans la vidéo qu'on détecte sur la vidéo, c'est une des croix, et l'autre croix, c'est justement qu'est-ce qui est potentiellement détecté par l'algorithme de photométrie différentielle, à quel endroit. On en reste quand même à une interprétation visuelle. Je pense d'abord que c'est une manière de motiver l'amateur, c'est-à-dire c'est pas juste tout automatique et puis finalement je fais absolument rien. Mais il y a aussi une certaine interprétation à avoir. On a des faux positifs quand même, et avec l'expérience, on voit en fonction de l'aspect de la surbrillance si ça peut être un flash, si c'est quelque chose plus qui peut être un pixel show par exemple, ou un rayon cosmique ou des choses de ce type. Merci. Il y a une question de Mathieu Bettermin. Vas-y Mathieu, tu as les droits pour parler directement. Félicitations. J'ai une petite question, c'est qu'on voit les amateurs avec des télescopes relativement petits sur la grille de photos. C'est ceux qu'ils ont utilisés pour l'étude ou c'était avec des instruments plus gros? Et d'où ma question, c'est quel type d'instrument, le minimum pour faire ce genre de science? Alors, le minimum, l'impact de... alors, attendez, je vais repasser là-dessus. En fait, cet impact-là, ce flash-là, il a été détecté avec un télescope
où il a été imagé avec un télescope de 11 cm de diamètre. Donc, c'est vraiment un petit télescope de nos jours. Tout amateur planétaire, en fait, utilise, enfin, les amateurs planétaires utilisent généralement à minima un 20 cm. Et de manière générale, oui, là, donc les photos que vous voyez, c'est les photos des télescopes des amateurs. Et je dirais que la majorité, elle est entre 25 cm et 40 cm. Mais encore une fois, on peut détecter avec un tout petit télescope. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. C'est quelque chose qui est assez accessible à tous. Merci, merci encore. Félicitations. On va pouvoir passer à la présentation suivante. Merci.